Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Europe des communes. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'Europe des communes, c'est un service, une activité de la Commission européenne en France, parce que la Commission européenne a des bureaux en France, à Paris et à Marseille. Et on regroupe sous ce nom l'ensemble des activités d'information, de communication à destination des collectivités locales françaises dans leur diversité et peut-être même encore plus spécifiquement des communes. L'idée, c'est de pouvoir parler à l'ensemble des collectivités, quelle que soit leur taille, pour les habituer, les informer, les acclimater aux questions européennes. Ces webinaires thématiques comme on a aujourd'hui, l'idée, c'est de se saisir d'un sujet qui vous intéresse et de faire le lien entre la matière européenne, ce qui est en train de se passer au niveau européen en termes de grandes stratégies, de législation, évidemment aussi d'opportunités de financement, et de faire le lien donc avec la réalité de vos compétences au niveau local et comment vous pouvez bénéficier de ces opportunités européennes. Alors aujourd'hui, on va parler de numérique. On a la chance d'avoir plusieurs personnes autour de cette très belle table virtuelle. Eric Peters de la DG Connect, qui se connecte depuis Bruxelles, qui va nous parler de la stratégie décennie numérique. Donc c'est vraiment la stratégie qui englobe nos ambitions en matière numérique. On va rentrer vraiment dans le détail de ce que sont ces objectifs, parce qu'on a des objectifs chiffrés que vous allez voir qui sont très concrets et très tangibles. Et Eric fera le lien avec les collectivités, y compris les communes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement? Quel est le lien entre cette grande stratégie et vos activités? Et fera un zoom sur un certain nombre d'outils au niveau européen qui peuvent aussi vous accompagner sur ces sujets-là. On continuera avec Laura Ligère de la DG Régio. Euh, on va là zoomer sur l'agenda de l'Union européenne pour les villes, en faisant toujours un zoom sur sa partie numérique. Et on verra aussi avec Laura le nouveau portail web, qui est un des nouveaux points de cet agenda pour retrouver un certain nombre d'informations et d'accompagnement notamment sur les questions numériques. Et puis, last but not least, Sandra Chénion de la NCT. Là, on fera un zoom vraiment sur des projets très concrets de territoire qui illustrent un peu comment les fonds européens, côté fonds structurels, viennent supporter un certain nombre de projets en matière numérique. On prendra des questions au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à les poster dans le chat et puis on les prendra à certains moments. Cette présentation, cette discussion est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver par la suite. S'il y a des questions qui restent auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui, on y répondra par écrit et vous recevrez tout ça de manière très carrée après ce webinaire. On dépassera déjà, j'aurais dû commencer par là, désolé pour les 10 minutes de retard, donc j'espère que ça ne vous a pas posé de problème particulier. On débordera peut-être un petit peu, puisque c'est une présentation qui est assez riche. On essaye en général de tenir en 1 heure. On se permettra peut-être, pour pas trop brusquer et comprimer nos échanges, de déborder un petit peu. Voilà, sur ce, je laisse tout de suite la parole à Eric pour entrer dans le vif du sujet. Merci Eric. Merci Pierre, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la commission à Marseille d'avoir organisé ce webinaire. Alors, je suis un peu désolé parce que l'image que vous avez à l'écran ne semble pas parfaite. La lumière de Bruxelles n'est pas exactement la même que celle que vous avez à Marseille. Je ne fais pas de commentaires météo, mais en tout cas, vraiment, on se rapproche de Marseille sur ce sujet qui n'est pas simplement aujourd'hui un sujet d'information auprès des collectivités, mais c'est aussi un appel à participer, parce que la décennie numérique, qui est le grand projet global de l'Union européenne pour sa transformation numérique, n'est pas simplement, si vous voulez, la décennie numérique de Bruxelles. On réussira à transformer numériquement l'Europe dans son ensemble. Et quand je dis ça, je veux dire réussir à atteler les outils du numérique pour notre propre développement que si tous les acteurs s'engagent et coopèrent.
Et donc, l'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'est de bien montrer combien il y a des domaines et dimensions et des outils qui peuvent nous permettre de coopérer et de mieux aligner ce que nous faisons au niveau bruxellois, au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Et donc, pour commencer, je vais vous donner quelques éléments d'information générale sur la stratégie numérique et je vais aussi détailler quelques-uns des domaines dans lesquels on voit particulièrement la collaboration et la coopération avec les communautés locales importantes. D'abord, qu'est-ce que c'est que la décennie numérique? C'est une stratégie qui a été mise en place après l'époque de la crise du Covid, où on s'est rendu compte que le numérique traversait vraiment toutes les étapes et tous les domaines de notre vie, depuis les études, le travail, les liens sociaux. On a besoin d'avoir des outils numériques qui sont à notre disposition, qui sont de grande qualité et qui nous permettent vraiment d'évoluer dans cette nouvelle sphère. Et donc, juste après le Covid, quand on a vu l'impact des confinements, les trois institutions de l'Union européenne se sont mises d'accord pour renforcer leur action collective et en se donnant des objectifs clairs, mais aussi une gouvernance, c'est-à-dire en gros en travaillant ensemble sur la poursuite de ces objectifs. Alors, dans la prochaine slide, nous allons voir un exemple de ces éléments que nous traitons, c'est-à-dire que nous ne traitons pas la transformation numérique uniquement sous l'angle technologique. Alors, elle est importante, il nous faut la connectivité, il nous faut des câbles, il nous faut la transformation des entreprises, il nous faut des services pour les citoyens dans des services publics en ligne qui soient plus performants. Et donc, il y a toute une question autour du leadership technologique de l'Union européenne. On voit aujourd'hui combien c'est important de peser sur la scène européenne, sur la scène mondiale, sur la maîtrise de ces technologies, mais il y a aussi toute une dimension humaine. La technologie on doit lui donner un sens, un objectif, de servir la société et les citoyens. Et c'est pour cela que l'on a un pilier très important dans cette stratégie qui concerne finalement la formation, qui concerne la qualité des services numériques centrés sur l'humain et le respect des droits fondamentaux. Bien sûr, il y a une autre dimension, une troisième dimension qui est très importante, qui concerne la contribution positive, de plus en plus positive, on l'espère, de la transformation numérique à l'égard de la lutte contre le changement climatique. Et là, il s'agit de développer tout un ensemble d'outils qui nous permettent à la fois d'augmenter la capacité en termes de nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour réduire notre consommation énergétique, mais aussi en réduisant l'impact lui-même de ces technologies en matière de gestion de données, d'électricité, de manière à ce que les solutions numériques soient au service de la transition verte. Et dans tous ces éléments, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a conçu dès le départ dans la stratégie, il est important d'associer tous les niveaux d'action pour pouvoir agir ensemble, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau des villes. Beaucoup de ces questions de mise en œuvre de la réglementation, de développement de services, de développement de la connectivité, en fait, sont mises en place et définies au niveau local. Et il est vraiment très spécial pour nous d'avoir les villes, des services, des régions pour pouvoir travailler ensemble sur ces sujets. Alors, la prochaine slide va vous montrer que cette stratégie est ancrée d'abord sur des données. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important pour nous d'avoir des données objectives sur lesquelles nous pouvons asseoir notre jugement sur les progrès qui sont faits. Et donc, vous voyez qu'on a toute une batterie d'indicateurs. Il y a eu des engagements des États membres sur une douzaine de cibles. Vous pouvez voir ici 4 catégories de cibles. Donc, en rouge, vous avez tout ce qui concerne les infrastructures, la connectivité, les semi-conducteurs, l'informatique quantique, donc les nouveaux supercalculateurs. En violet, vous avez tout ce qui concerne la transformation numérique des entreprises, avec l'objectif de 75% des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle. Et puis, vous avez aussi toutes les deux dimensions extrêmement importantes qui concernent la formation et les développements de services en ligne gouvernementaux. Donc, pour chacun de ces domaines, nous avons des cibles avec des objectifs chiffrés que nous suivons chaque année. Dans la prochaine slide, vous allez voir que
cette articulation avec les données quantifiées se fait aussi du point de vue des États membres qui doivent développer chacun une roadmap, c'est-à-dire en fait une sorte de livre qui décline l'ensemble des mesures qu'ils vont prendre pour contribuer à cette transformation numérique avec des mesures très précises. On a plus de 2000 mesures qui concernent près de 300 milliards d'euros qui présentent l'ensemble du champ des mesures qui sont prises pour contribuer à ces différents objectifs. Et d'ailleurs, certaines de ces roadmaps comportent une dimension locale ou du moins régionale qui peut être très importante et qui dépend bien sûr de l'architecture de chaque État membre. Mais en tout cas, nous, on invite vraiment les États membres à décliner leurs objectifs, leurs mesures au niveau régional pour justement avoir une implication la plus forte possible de ces régions. Une autre dimension importante de cette… attendez, juste sur la slide précédente, parce qu'il y a une dimension importante, c'est que les rapports que nous faisons ne sont pas simplement des rapports d'analyse, ils sont traduits aussi dans des recommandations que l'on fait. Et parmi ces recommandations, il y a des recommandations qui concernent l'implication des collectivités locales. Par exemple, dans des rapports précédents, nous avons invité les États membres à vraiment développer soit des observatoires locaux, soit des échanges entre régions, entre collectivités locales, ou bien encore développer les données au niveau local. Je vais y revenir en parlant de l'Ordimas, mais un des facteurs très importants pour nous, c'est de pouvoir disposer de données au niveau local pour pouvoir asseoir notre jugement. Dans la prochaine slide, vous allez voir qu'on a des domaines très clairement identifiés comme étant particulièrement importants au niveau local, que ce soit le développement d'écosystèmes d'entreprises, des clusters qui concernent des entreprises, des PME avec des universités et des centres d'innovation. C'est aussi le cas pour les compétences. On sait très bien que les communautés locales et les régions sont très importantes pour favoriser les compétences numériques, pour avoir en lien avec les écoles ou en lien avec les organisations de formation continue. De même pour les services publics, on voit une grande disparité entre le niveau national et le niveau local en matière de services publics en ligne, avec des moyens peut-être moins importants jusqu'à présent qui sont apportés par les services locaux et qui traduisent un besoin d'impliquer plus les services publics régionaux ou locaux dans cet effort. Et bien sûr, comme on le sait tous, les infrastructures physiques prennent place dans des villes, dans des rues, donc dans des collectivités locales, et il est important que ces collectifs soient impliqués dans leur mise en œuvre et dans les objectifs. Je vais vous donner aussi un autre élément d'information concernant le fait que cette décennie numérique, on l'a voulu agile. Et pour qu'elle soit agile, il faut pouvoir l'ajuster à l'évolution des technologies, à l'évolution du contexte géopolitique. Et c'est pour ça que l'on fait actuellement une révision de ce programme. Et je vous invite à participer à l'édification de cette révision. Donc, on réfléchit à la fois à l'ajustement des objectifs quantitatifs, mais aussi à la gouvernance. Comment est-ce qu'on pourrait mieux impliquer les régions, les collectivités locales dans cet exercice? Et là, vous avez la possibilité aujourd'hui de participer aux réflexions en cours qui vont donner lieu à un rapport qu'on va publier en juin. Donc, vous avez deux liens ici avec deux scans qui vous seront transmis à la suite de cette présentation, sur lesquels vous pourrez répondre à des questionnaires dédiés et à un call for evidence qui vise justement à réunir les informations et les commentaires et les suggestions que vous pourrez nous faire. Je voudrais terminer avec trois outils concrets disons, qui permettent aux collectivités d'intervenir plus particulièrement dans cette stratégie. Alors, le premier, c'est la collecte des informations via l'Ordimas. C'est un point très important. Comme je vous l'ai dit, on manque cruellement de données locales. Alors, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui est volontaire et qui permet d'évaluer où chaque collectivité se trouve dans sa maturité numérique. Ça permet de se comparer avec des tableaux de bord interactifs. Ça permet aussi de partager des bonnes pratiques. Je pense que la coopération passe d'abord par le partage du savoir et le partage des expériences que les acteurs peuvent faire. Et enfin, c'est aussi un outil qui permet d'apprendre avec des recommandations de politique publique. Si on regarde la prochaine slide, on va voir que ça peut donner lieu à des choses assez intéressantes en matière de visualisation des maturités
et aussi d'enjeux collectifs pour pouvoir identifier quels sont les partenaires avec lesquels il serait intéressant de discuter ou de confronter ou de partager des expériences. Deuxième élément qui est intéressant, on a lancé avec la Digital Decade un nouveau type de coopération entre États membres qui s'appelle les EDIC, qui sont les consortiums pour une infrastructure numérique européenne. En fait, c'est quelque chose de très agile. Quand plusieurs États membres décident de travailler ensemble sur un sujet, ils constituent un EDIC qui a une existence juridique, donc qui peut maîtriser les infrastructures, qui peut les développer. Et nous en avons eu un en particulier, donc le Cityberg, qui est justement dédié à développer des jumeaux numériques locaux qui permettent à des villes et qui permettent aux villes d'avoir un référentiel commun, des outils communs pour pouvoir à la fois gérer leur développement, qui permet de gérer des données, des outils compatibles, que ce soit pour avoir des smart cities, pour pouvoir gérer les trafics, pour pouvoir gérer l'aménagement du territoire et tester des solutions. Donc, la prochaine slide va vous montrer le cycle vertueux que l'on cherche à construire entre l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle, des espaces de test, des projets pilotes et même des outils qui peuvent être mis en place par les communes sur la base de données et de méthodes partagées. Nous avons des liens qui vous permettra d'avoir plus d'informations sur ces sujets, mais il s'agit de quelque chose de très concret qui existe, qui vient d'être mis en place et qui va, on l'espère, se développer de manière à toucher le plus de communes possible. Troisième élément, enfin, c'est bien sûr les financements au travers du programme Digital Europe. Digital Europe, c'est le premier programme qui a été mis en place par la commission précédente, donc en 2019, et qui vise à doter l'Europe d'infrastructures les plus modernes possibles en matière de numérique. Et ces infrastructures sont aussi importantes au niveau local, que ce soit pour tester des solutions d'intelligence artificielle, pour permettre aux acteurs publics de mieux acheter leurs espaces de données, que ce soit pour développer des Digital Innovation Hubs, si c'est des écosystèmes où vous avez des entreprises, des universités, des organisations publiques qui collaborent, que ce soit aussi pour lancer la Digital Identity Wallet, qui va être un élément crucial et complètement disruptif, qui va nous permettre d'avoir une vraie identification simple pour le citoyen, pour les entreprises, que ce soit pour avoir accès aux services publics, mais aussi pour pouvoir échanger et donner une véritable, pour pouvoir permettre une sécurisation en fait de la circulation sur Internet. Nous avons aussi un portail d'interopérabilité et puis bien sûr les centres Safer Internet qui sont des centres qui visent à renforcer la protection des enfants sur Internet. Voilà, je crois que la prochaine slide, je crois que c'est face à la présentation suivante. Et voilà, donc j'ai terminé avec ma présentation initiale. Je suis bien sûr à votre disposition pour des questions. J'ai juste un problème d'électricité, il faut que je déconnecte mon ordinateur 2 secondes parce que j'ai un problème de câble. Très bien. Merci beaucoup. Mais pendant que tu déconnectes, je vais peut-être prendre les premières questions. On a une question du côté de la Drôme et de la Haute-Garonne sur le rôle des départements dans tout ça. Est-ce qu'on cible que les villes et les régions? Non. On est bien sûr très attentif aux départements qui peuvent tout à fait mobiliser les différents outils dont on vient de parler, déjà ceux dont Eric vient de parler à l'instant, mais aussi d'autres types de financement. Alors, bien sûr, pour la numérisation de vos services publics à l'échelle départementale, c'est évidemment un des axes essentiels de numérisation dans les territoires. Numérique dans les collèges, typiquement, je pense que c'est un axe important aussi côté départemental. Et puis pour faire le lien avec vos compétences, tout ce qui va être aussi inclusion numérique sur lesquelles on pourra peut-être revenir plutôt dans la troisième partie autour des fonds structurels. Mais en réponse, oui, il n'y a aucune raison d'oublier l'échelon départemental au regard de vos compétences et du rôle que vous jouez sur un certain nombre de ces activités, comme ça a été dans le chat. Eric. Oui, tout à fait. Alors, je pense que, alors, pour nous, alors c'est sûr qu'il faut qu'on s'adapte à l'organisation, à la gouvernance de chaque État membre, qui peut être variée. Donc, je pense qu'on ne fait absolument pas de discrimination. Il y a une chose quand même qui peut-être est à noter, c'est que jusqu'à présent,
la décennie numérique, donc la décision réglementaire qui a établi la décennie numérique, hein, c'est donc une décision qui a été négociée et décidée par les co-législateurs, par le Parlement européen et le Conseil, fait référence uniquement aux régions. Et donc, quand on pense aux régions, sans définir ce qu'on entend par région, mais en tout cas, elle fait référence très clairement à la possibilité, de manière volontaire, des États membres d'impliquer les régions et une incitation à ce que, quand les États membres nous rédigent et nous apportent et adoptent leur roadmap, ils impliquent les régions. Maintenant, d'abord, d'une part, comme l'a dit Pierre, la plupart des appels d'offres, la plupart des projets sont accessibles à l'ensemble des collectivités publiques, quel que soit leur niveau. Et enfin, d'un point de vue de l'évolution de la décennie numérique, comme je vous l'ai dit, il y a des réflexions en cours qui concernent l'implication plus importante des collectivités locales. Donc, c'est peut-être quelque chose que l'on pourrait formuler dans les réflexions que nous avons ou explorer. Dans quelle mesure est-ce que les communautés sub-régionales pourraient être impliquées d'une manière ou d'une autre. Un point qui est extrêmement important que je voudrais souligner ici, c'est qu'un développement récent de la politique du numérique et le fait que nous l'avons attelé au prochain cadre multi-financier, donc multi-annuel financier. Vous savez que la Commission a fait une proposition en juillet concernant le budget de l'Union européenne entre 2028 et 2034. Et dans ce budget, il est indiqué que les États membres devraient répondre aux recommandations qui sont faites en matière de décennie numérique. C'est-à-dire que, par exemple, quand nous faisons une recommandation, si nous faisions une recommandation dans le prochain rapport à tel que nous avons déjà formulé en 2025 concernant, par exemple, le fait d'établir des observatoires de la transformation numérique locale ou bien de favoriser des échanges de best practices entre collectivités locales, eh bien, dans le cadre du prochain MFF, si le texte tel qu'il a été proposé était validé par les co-législateurs, eh bien, il y aurait une obligation pour les États membres de répondre à cette recommandation et à montrer et à présenter des mesures qui seraient prises justement pour cet objectif. Donc, on voit bien que le fait d'articuler la décennie numérique avec le MFF et le fait d'avoir cette discussion que nous avons aujourd'hui avec vous, avec la DG Régio, avec nos collègues de la DG Régio, qui sont les grands orchestrateurs de la politique en matière de cohésion régionale, ça va permettre en fait d'avoir des synergies et de pouvoir aligner à la fois les stratégies locales avec les stratégies nationales et européennes, mais aussi de trouver des moyens d'action communs qui nous permettront de travailler ensemble autour de projets qui soient encore plus adaptés à la contribution qui pourra être faite par les collectivités et les régions à la transformation numérique européenne. Donc, encore une fois, tout ça, ça montre bien la volonté de montrer que cette stratégie, ce n'est pas une stratégie de Bruxelles, mais c'est vraiment quelque chose qui doit et qui peut impliquer les communautés locales et régionales. Merci. Juste pour finir sur ces départements, effectivement, je vois Thierry toujours Haute-Garonne qui mentionne un point que j'ai oublié mais qui est essentiel, c'est vraiment tout ce qui va être accompagnement des communes. On a commencé par ça effectivement en pointant le rôle des communes, mais tout ce qui va être appui, coopération dans l'ingénierie territoriale des communes, on sait que les départements, un certain nombre d'entre eux jouent un rôle absolument crucial à cet égard, donc ce n'est pas oublié. Peut-être une question pour Eric un peu plus large. On a Fabrice Noël qui nous dit: vous ne parlez pas de souveraineté numérique européenne. Est-ce volontaire? Où est-ce qu'on en est? Peut-être pour élargir un petit peu le sujet autour de cette notion et de sa place dans cette stratégie. Alors, c'est un élément crucial. Hein.
Si vous lisez donc le rapport, notre rapport annuel, donc le State of the Digital Decade, donc l'état de l'Union numérique qui a été adopté par le collège en juin, le titre même du rapport comporte le fait et l'injonction à renforcer notre souveraineté. Donc la souveraineté, c'est vraiment un élément clé. En gros, il y a la jambe compétitivité et la jambe souveraineté sur les deux jambes sur lesquelles nous marchons. C'est un élément crucial qui peut-être était moins présent à la création de la décennie numérique. Hein. Vous avez quand même un objectif de souveraineté in an open manner, donc d'une manière un peu ouverte. Dans le texte initial de la décision de 2023. Aujourd'hui, c'est encore plus important du fait du contexte géopolitique, bien sûr, du fait aussi de l'impératif de sécurité que l'on voit de plus en plus important, et puis aussi du fait des différentes interactions que nous avons avec les acteurs. Et moi, j'étais à Barcelone, par exemple, au Congrès mondial des villes intelligentes, et j'ai été frappé, il était clair que dans les discussions que j'avais avec les villes qui étaient présentes là, que la notion de contrôle des données, par exemple, d'assurer un certain degré de résilience et de souveraineté était un impératif extrêmement important. Et donc, ça fait partie des priorités à Bruxelles. Alors, si vous écoutez les discours à la fois de Mme von der Leyen ou de notre vice-présidente exécutive, Ena Virkkunen, c'est très clairement un objectif crucial pour nous, qui s'articule à la fois par une utilisation plus stratégique de la commande publique, hein, le public procurement, mais aussi par l'identification des dépendances dans des différentes chaînes de production des matériaux technologiques et des services technologiques. Et aussi, bien sûr, vous avez une dimension réglementaire qui concerne le fait que nous souhaitons et nous voulons en Europe, nous sommes déterminés à ce que les réglementations définies en Europe soient appliquées en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et qui fait que cette transformation numérique ne soit pas simplement une transformation technologique, mais aussi une transformation qui impacte nos sociétés en fonction de nos valeurs. Donc, c'est une très bonne question et c'est vraiment un élément extrêmement important dans le développement futur. Ça va se traduire par, disons, un investissement public et privé de plus en plus important pour favoriser la croissance d'entreprises européennes et de services européens. Et d'ailleurs, si vous regardez la proposition du MFF qui a été faite en juillet, donc non seulement les États membres vont proposer leurs enveloppes nationales NRCP, donc les plans et les partenariats nationaux, mais on va avoir aussi tout un ensemble de mesures au travers d'un fonds de compétitivité européen qui va viser justement à renforcer nos infrastructures, nos technologies critiques dans une série de domaines, hein, avec tout ce qui concerne la défense, mais aussi ce qu'on appelle le digital leadership, dans lequel nous allons financer en particulier des gigafactories pour l'intelligence artificielle, des supercalculateurs, du quantum, des semi-conducteurs. Donc, vraiment, la souveraineté numérique, c'est vraiment au cœur de ce que l'on veut faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste une question sur les fonds sectoriels. On pourrait y revenir peut-être plutôt en troisième partie quand on parlera un peu financement. Je propose qu'on avance avec Laura pour l'agenda urbain pour la suite de notre aventure du jour. Laura, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et donc, moi, comme ça a été dit, je travaille à la DG Régio. Donc, c'est la DG qui s'occupe de la politique de cohésion, la politique régionale, donc le FEDER, principalement le fonds pour les régions. Et aussi, plus globalement, travaille beaucoup sur la question des villes, comment mieux connecter le niveau local, le niveau européen et les autres niveaux qui sont entre
les deux. Et donc, je vais vous parler d'un document que la Commission a très récemment adopté et aussi d'un nouvel outil qui l'accompagne. Donc l'agenda de l'Union européenne pour les villes, donc c'est le nom de ce document. En fait, il a été élaboré dans un contexte où on sait très bien que les villes sont essentielles pour permettre de mettre en place un très grand nombre en fait, de priorités de l'Union européenne, que ce soit l'action pour le climat, que ce soit l'inclusion sociale, la mobilité, énormément de questions, y compris évidemment le numérique. Et donc, il y a des liens qui sont vraiment à établir entre l'action de l'Union européenne, l'action nationale, l'action locale. Et depuis quelques années, la Commission européenne a développé beaucoup d'initiatives qui visent à soutenir les villes, différentes initiatives, des appels à projets, des initiatives plus liées à l'expertise, à la connaissance. Et malgré tout, il semblerait que ça soit pas forcément facile pour les villes de toujours bien identifier l'initiative qui puisse leur correspondre et qui répondent à leurs besoins dans cet univers qui existe avec différentes initiatives en place. Donc ça, c'est un premier constat. Et également, on a évidemment pris conscience du fait que il est vraiment essentiel de mieux prendre en compte les besoins des villes et leur connaissance des réalités de la mise en œuvre des règlements européens, des dispositions européennes, et donc les implications sur le terrain de toutes ces réglementations. Et donc, partant de ce constat, on a élaboré ce document, donc qui est une sorte de document stratégique pour guider l'action de la Commission dans les prochaines années, pour vraiment mieux dialoguer avec les villes et essayer de mieux prendre en compte ces besoins et de renforcer et d'essayer d'améliorer le soutien tout simplement qui leur est fourni. Et donc, on part de ces différentes priorités qui sont vraiment très importantes, dans lesquelles les autorités locales ont un rôle clé. Donc, comme aujourd'hui, on se concentre sur la question du numérique, c'est par ce biais que je vais vous présenter un petit peu ce qui suit les initiatives. Mais voilà, comme vous pouvez le voir sur la diapo, évidemment, il y a les questions de logement, d'inclusion, de sécurité, de mobilité qui sont aussi très très importantes. Et donc dans ces documents, on a différents axes d'action. Donc ça correspond à ce que la Commission va essayer de mettre en place pour la mise en œuvre. Donc on peut passer à la prochaine diapo. Et donc ces grandes priorités, il y en a 3. Donc la première, c'est le dialogue. Donc mieux dialoguer de manière plus constante et permanente avec les autorités locales. Donc ça se fera via différents moyens. Il y a la simplification et le renforcement des capacités et les investissements. Donc aujourd'hui, je vais parler principalement du deuxième axe. On fera peut-être une autre présentation plus tard l'année prochaine, peut-être sur tout le contenu de cet agenda. Mais pour aujourd'hui, c'est plutôt sur le côté simplification et renforcement des capacités que je vais me concentrer. Et donc dans cette priorité-là, on a plusieurs actions qui vont être mises en place, et dont une qui a déjà été lancée donc il y a 2 semaines. Et plus précisément, il s'agit d'un portail pour permettre aux villes de s'y retrouver justement dans ce paysage de différentes initiatives qui existent pour les aider. Donc on a en fait retravaillé une page de la Commission européenne du site qui existait déjà, mais qui était un petit peu qui n'était plus à jour, voilà, tout simplement, et pour la rendre plus accessible et plus complète. Et donc c'est un portail qui vise vraiment à aider les autorités à pouvoir parcourir tous les types de soutien qui existent pour les villes. Et donc ça couvre toutes sortes de sujets, mais aussi, très important, différents stades de mise en œuvre. Par exemple, si vous avez un besoin de soutien, par exemple, pour une tâche de planification stratégique ou de planification, vous pouvez aller directement sur un volet qui vise à ces initiatives-là et les retrouver. Si vous avez besoin plus de financement, vous avez aussi des initiatives qui sont connectées à ce stade-là, ou alors, par exemple, sur tout ce qui est évaluation,
monitoring. Voilà, il y a aussi des initiatives qui aident pour les villes dans ces besoins-là. Et donc ça, c'est une des manières d'accéder à cette information via un outil de recherche qui est intégré à cette plateforme. Il y a des filtres, donc vous pouvez choisir selon ce que vous avez besoin. Et un autre filtre, c'est le filtre plus thématique. Donc ici, je vous ai mis une capture d'écran de ce portail. Et donc spécifiquement sur le sujet des villes connectées, du numérique, on a plusieurs initiatives qui sont en place. Et donc en allant sur ce volet, vous pouvez directement avoir accès à une description assez courte, assez synthétique des principales initiatives dont vous pouvez bénéficier. Et donc ici, on retrouve certaines des initiatives qui ont été mentionnées par Eric dans sa présentation. Et ensuite, vous pouvez y avoir accès, comprendre de quoi il s'agit et bien évidemment être redirigé vers le site spécifique avec tous les détails de ces initiatives. Donc voilà, en espérant que c'est une plateforme qui puisse faciliter l'accès à l'information et la compréhension de ce paysage qui existe pour le soutien spécifiquement pour les villes, donc vraiment villes de toute taille. Et je vais vous envoyer bien évidemment le lien de ce portail. Ce qui est important, c'est qu'il est accessible en français, donc vous pouvez normalement en haut du site, il y a la langue qui est disponible. Vous pouvez changer la langue et s'il est en anglais, le mettre en français et avoir accès à toutes ces pages en français. Et donc une deuxième action qui fait partie de cet agenda, qui concerne des opportunités assez concrètes, qui sont, à venir pour les municipalités. C'est, 2 actions, qui sont, mises en œuvre via l'initiative urbaine européenne. Donc ça, c'est une initiative qui est déjà en cours, qui est, en cours depuis quelques années, qui, permet aux villes d'accéder à, des, financements pour des actions innovantes. Donc ça, c'est un volet de l'initiative. Deuxième volet, c'est plus sur les renforcements des capacités, la coopération entre villes. Et donc là, on a deux actions qui vont être mises en place en 2026, qui peuvent vous être certainement utiles. La première, c'est un appel à projet pour des actions innovantes au niveau local. Donc c'est un appel qui est vraiment destiné uniquement aux autorités locales. Euh, Début 2026, il n'y a pas encore de date précise, ce sera autour de février-mars normalement que l'appel va être lancé et ensuite vous avez plusieurs mois pour pouvoir candidater. Et historiquement, c'était un type d'appel qui était ciblé sur les villes minimum de 50 000 habitants. Et ça pouvait être un groupement de villes. Mais cette fois-ci, on a eu une approche différente pour cet appel-ci, pour essayer de cibler des autorités locales plus petites. Et donc là, maintenant, le plafond est à 25 000 habitants, tout en considérant que voilà, ça peut être un groupement de plusieurs villes, 4 ou 5, 6, il n'y a pas de limite précise, mais voilà, avec l'idéalement de pouvoir favoriser des villes plus petites pour qu'elles puissent bénéficier de ces fonds européens. Et donc un des sujets, c'est le numérique, parce qu'en fait les sujets de cet appel seront alignés avec les grands sujets que j'ai mentionnés au début, qui sont dans cet agenda pour les villes. Donc ça inclut aussi ce sujet-ci. Et la deuxième action, c'est pas encore en place, mais ça va l'être l'année prochaine. C'est une sorte de bureau d'information, donc de helpdesk en anglais, pour les villes et pour pouvoir essayer de parler directement à un expert ou une personne qui puisse vous guider de manière assez concrète dans ces différentes initiatives pour que vous puissiez trouver l'information qui vous convient, mais tout en s'adressant à quelqu'un, pas seulement en parcourant le site et les plateformes en ligne. Donc ce sera un service en plus et donc ça sera mis en place dans les prochains mois. Donc voilà, c'était simplement pour vous présenter ces différentes possibilités et en espérant que voilà, ça se connecte avec aussi vos priorités. Et donc, comme je l'ai dit, ça s'inscrit aussi dans cette priorité très importante du numérique. Comment on peut améliorer la coordination entre les différents niveaux de gouvernance et aussi soutenir les villes dans tous leurs défis dont elles ont, voilà, pour lesquels elles ont besoin aussi de soutien, notamment du niveau européen. Donc je vais vous mettre les différents liens dans le chat et merci beaucoup.
Oui, il y a un problème de son, je crois, parce qu'on n'entend pas, on n'entend plus personne. Enfin, moi, j'entends plus le son, en tout cas. Moi non plus. Ah, Est-ce que là, vous m'entendez? ah voilà, oui, c'est bon, c'est bon. Ok, bah, c'est très bêtement ma faute alors. On avait une question sur le nombre d'habitants pour être éligible au dispositif. Je pense que c'est le dispositif Initiative urbaine européenne. Est-ce qu'il y a vraiment des seuils d'éligibilité? Tu vas commencer à répondre, mais Laura, est-ce que tu as une réponse là-dessus? Oui, oui, bah alors, pour en fait, l'initiative, elle comprend différents types d'activités. Donc il y a des activités, par exemple, de coopération entre villes, d'événements, de différents types et une des branches, c'est cet appel, qui concerne un soutien financier pour, des projets. Donc ça, c'est une des activités et celle-ci, en effet, pour le prochain appel, il y aura une limite, minimum qui sera de, 25 000 habitants pour, pouvoir postuler à cet appel. Mais voilà, pour toutes les autres activités, il y a absolument, pas de limite. C'est juste pour, cet appel-là et donc par contre, comme je l'ai dit, ça peut très bien être un groupement de plusieurs communes, qui ont moins de 25 000 habitants, qui se regroupent et au total, qui atteignent les 25 000 et donc ça peut aussi tout à fait être, éligible pour cet appel-là. Oui. Merci. On vous mettra aussi un lien vers un autre webinaire qu'on avait fait vraiment sur la coopération entre les villes, où vous pourrez zoomer un peu sur ces différentes branches de l'initiative urbaine européenne. On parle d'Urbact aussi, etc. Donc on vous mettra le lien pour creuser spécifiquement ce sujet-là. Peut-être, pardon, une Oui. petite précision aussi, c'est que donc je vais mettre aussi le lien, pour le document lui-même, si les personnes sont intéressées pour le lire, la communication sur, l'agenda européen pour les villes. Il est malheureusement seulement en anglais, pour le moment, mais il sera, disponible en français au mois de janvier. Donc, vous pouvez garder le lien et ensuite, accéder plus tard à la version française, quand elle arrivera, le plus vite possible. Super. On va passer au troisième bloc du côté de Sandra. C'est à toi. On ne t'entend pas. Pardon, bonjour à tous. Effectivement, il faut activer le micro. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, moi, je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Du point de vue européen, nous sommes autorité de coordination des fonds européens, c'est-à-dire qu'on n'octroie pas les fonds. On n'est pas autorité de gestion, on est autorité de coordination, donc un niveau plus et d'information, de coordination et également de relations avec les institutions européennes, dont la Commission. Donc, je vais vous parler des fonds européens pour le numérique et plus spécifiquement des fonds de la politique de cohésion, donc FEDER, FSE et puis FTJ. Je ne vais pas revenir sur l'enjeu européen sur le numérique parce qu'il a été largement expliqué par mes prédécesseurs sur ce webinaire. Mais effectivement, les fonds européens, la politique de cohésion financent le numérique, on va dire la grande thématique du numérique, avec ce défi pour la France, puisque en 2020, la France se plaçait au 15e rang des pays de l'Union européenne en matière de numérisation de l'économie et des compétences numériques des habitants. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de tout le champ du numérique, mais en tout cas, plutôt ce qui peut aussi intéresser les collectivités, les communes. Si on regarde le montant dédié au Fonds européen pour le numérique, donc on est à 750 millions d'euros de FEDER, FSE et de FTJ pour toute la grande famille du numérique entre 2021 et 2027. Alors, juste pour vous dire rapidement, souvent 2027, on me dit: «Ouh là là, c'est demain». Bon, en vrai, les fonds européens, il y a toujours un petit décalage de 2 ans, donc les fonds sont éligibles jusqu'à 2029. On pourra en reparler éventuellement si vous avez des questions techniques, mais voilà, il y a un décalage à la fois dans la programmation et la remontée des dépenses. Sur les grands, alors là, c'est pour que vous voyez un petit peu les masses critiques de ces 750 millions d'euros.
Comment ils se répartissent et par quelle grande famille? Donc on a en jaune la grande famille du très haut débit. Et puis ensuite, on va avoir la transition numérique des services publics, donc ce qui peut vous intéresser. Et puis bon, transition numérique des entreprises qui prend aussi une grande place, mais voilà, qui est moins la cible aujourd'hui, et les compétences et inclusion numérique. Donc, je propose de passer directement en fait dans le concret aux types d'actions qui peuvent être financées. Donc, la grande typologie d'actions. Donc, on a tout ce qui relève de la transition numérique des services publics, avec ce qu'on appelle voilà, le concept des territoires intelligents. Alors, le terme en français de smart n'est pas toujours très bien traduit, mais je pense que tout le monde, enfin, que vous êtes que vous êtes familier du terme. Également le développement du numérique dans les administrations avec la dématérialisation des services. Tout ce qui tourne autour du service public de la donnée. Et puis aussi la cybersécurité, par exemple, qui peut vous intéresser. Et ensuite, on va avoir des types d'actions finançables plus proches des humains, si on peut dire. Donc, tout ce qui est renforcer les compétences numériques, lutter contre l'électronisme, par exemple, voilà, tout ce qui tourne autour de l'inclusion aussi. Toute une partie sur la santé. Alors, c'est un peu un héritage du post-Covid où la santé est davantage rentrée comme une compétence dans les fonds européens. Et puis aussi, tout ce qui est tourisme et patrimoine, valorisation du tourisme, enfin valorisation du patrimoine et aussi, enfin voilà, je vais vous expliquer des projets un petit peu plus concrets, mais ça, on va dire que c'est les grandes thématiques qui peuvent intéresser les collectivités, les communes pour, voilà, pour développer des projets. Et vous pouvez vous projeter dans le type d'action. Alors, si maintenant on passe à des exemples concrets, je vous ai fait une sélection d'exemples assez diversifiés. Alors, je n'ai pas pris spécialement de département. Je m'en excuse, parce que je vois qu'il y a des départements, enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait des départements connectés. J'ai plutôt pris des communes et des communautés de communes. C'est souvent la cible qu'on nous demande aussi voilà, de viser. Cependant, il y a beaucoup de départements dans la liste des opérations financées par les fonds européens, parce que sachez qu'on agit en toute transparence, c'est une obligation de diffuser cette liste. On retrouve beaucoup de départements. Donc voilà, donc on a un premier projet en Isère sur un projet d'administration de développement des pratiques numériques au service des usagers. Alors, j'avais des petites notes sur ce projet, peut-être pour vous enfin, que vous puissiez vous projeter. On est vraiment sur la facilitation des relations et le rapprochement entre usagers et services. Ensuite, on va avoir un projet de territoire intelligent, donc entrepôt jumeaux numériques de la donnée. Alors là, moi, je suis moins compétente, je dois dire, mais ça doit parler à certains. Ça touche la souveraineté, la sécurité, et également la valorisation de la donnée, la transformation de la donnée, tout ce qui est ce qu'on appelle data-driven, etc. Ensuite, on va avoir un projet, alors là, qui est plus un peu sur l'inclusion. C'est pas porté par une collectivité, mais ça me paraît quand même un projet structurant à l'échelle du territoire. Donc, c'est la Fédération des centres sociaux connectés en Hauts-de-France. Alors là, c'est la partie dans l'Aisne. Mais en fait, le rayonnement est plus large. En fait, il y a plusieurs projets. Là, j'ai juste sélectionné celui-là. C'est autour de, donc c'est les centres sociaux qui s'appellent, enfin qui se sont fédérés donc autour d'un projet qui s'appelle Centres sociaux connectés et ils organisent des actions pour lutter contre les inégalités liées à la fracture des usages numériques, pour améliorer la vie quotidienne, la citoyenneté, etc., sur l'innovation sociale et autour du numérique. Et ça, c'est des choses aussi, alors qui ne sont pas portées par la collectivité en tant que telle, mais qui peuvent être portées par un tiers et en même temps avoir cette volonté importante sur le territoire, sachant que vous, en tant que collectivité, vous êtes aussi prescripteur des opportunités de financement pour voilà, les autres acteurs de votre territoire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis aussi des projets hors collectivité dans cette série d'exemples.
Si on passe à d'autres exemples, donc on a la communauté de communes de Champagne-Picarde qui a un projet autour la mutualisation des usages numériques. Donc là encore, c'est amélioration des services aux citoyens, modernisation de l'administration. Et plus précisément, avec ce projet, en fait, eux, leur objectif, c'était assurer la cybersécurité de l'ensemble des communes par la réalisation d'audits des pratiques numériques auprès des 46 communes pour ensuite développer des usages éclairés et aussi former les personnels. Donc il y a aussi cet enjeu derrière les projets. On ne finance pas que des investissements matériels, mais aussi d'autres types de dépenses. Ensuite, un projet qui est autour de la réussite éducative. Donc voilà, là, l'objectif, c'était de développer plutôt la transition numérique en milieu scolaire. Donc après, tout dépend si c'est une priorité ou pas pour la collectivité, mais sachez que ce type de projet est éligible. Donc je voulais des exemples un peu différents. L'objectif, c'est vraiment de vous projeter. On a d'autres exemples ensuite qui portent sur les tiers-lieux. Donc toute la dimension autour des tiers-lieux, des Fab Labs et de la dimension numérique, mais à l'intérieur d'un tiers-lieu. Alors, je vous ai mis différents tiers-lieux. On va avoir un tiers-lieu qui est plutôt numérique, mais autour de la muséographie. Voilà, donc ça se passe en Côte d'Or. Alors, à des fois, j'ai mis des habitants pour vous montrer que les fonds européens, c'est aussi à destination des petites communes. Donc là, 4000 habitants, on n'est pas sur une... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de communes beaucoup plus petites, mais on n'est pas non plus sur une grosse métropole. Donc là, on était sur un musée numérique, un espace avec réalité virtuelle, voilà, pour montrer des œuvres de musées nationaux et internationaux. Ensuite, on a un tiers-lieu qui est plutôt autour du vivre ensemble, mais qui est aussi équipé de multimédia. Donc, nous, ça rentre dans tout ce qui est numérique. Et puis, quelque chose de plus multiserviciel, à la fois coworking, service, lieu de convivialité. Donc, les tiers-lieux sont finançables par le FEDER, notamment. Ensuite, on a d'autres exemples. Encore, retour au service numérique. Là, j'avais mis des exemples de communautés de communes. Donc, plus d'habitants, mais c'est normal, on est à l'échelle de la communauté de communes, mais ça reste des communautés de communes pas très grandes. Donc, le premier, on est autour de la découverte touristique du territoire. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, le numérique appliqué au tourisme. Le deuxième, on est vraiment sur de l'information auprès des citoyens, donc sur l'installation de totems numériques ou de bornes. Enfin, bon, je pense que les noms diffèrent, mais c'est une borne d'information. Ensuite, on a et puis après, un projet plus structurant, donc dans une autre communauté de communes de la Somme. C'est une feuille de route à l'échelle donc de la feuille de route numérique à l'échelle de la communauté de communes. Ensuite, on a d'autres projets toujours sur les services numériques. Donc encore un exemple qui peut vous parler. Donc là, on est sur 3500 habitants et c'est le dossier unique d'inscription pour les familles, enfin le portail famille. C'est des choses qui sont utiles, qui peuvent être financées. Et ensuite, j'avais mis un exemple dans les DOM où là, on est plus sur un schéma directeur, mais sur les systèmes d'information. Mais encore une fois, là, sur une petite commune. Donc voilà un peu les exemples. Je vais vous dire ensuite où trouver tous ces exemples. Ah, pardon, j'ai oublié un exemple sur la mobilité. Parce qu'effectivement, numérique et mobilité, ça fonctionne. Donc là, c'était sur un système d'information voyageurs. Après, on est sur une plus grosse communauté, une plus grosse intercommunalité. Et le deuxième, je l'ai déjà dit juste avant. Voilà, donc là, je vous ai un peu cité, c'est un peu une liste à la Prévert de projets qui ont été financés, donc qui sont potentiellement des projets un peu similaires, qui sont potentiellement finançables. Maintenant, avec le peu de temps qui reste, mais de toute façon, vous aurez tout ça ensuite, je voulais revenir avec vous sur des prérequis sur les fonds européens.
On est sur, voilà, donc pour obtenir un financement pour son projet, donc il y a le cadre stratégique du projet. Vous pouvez soit répondre à un appel à projet, soit répondre dans le cadre d'un appel en continu, ce qu'on appelle au fil de l'eau. Alors, ce n'est pas vous qui choisissez, hein, c'est l'autorité de gestion. Les projets ne sont pas financés à 100%, vous devez apporter un cofinancement. Vous êtes remboursé une fois que vous avez fourni les factures. Donc, pensez à faire si jamais vous avez un financement, pensez à faire des demandes de paiement intermédiaires. Et effectivement, voilà, on dit souvent les fonds européens, c'est compliqué. Même si on essaye de simplifier au maximum, on est conscient qu'il faut un suivi rigoureux des dossiers. J'ai une autre slide ensuite qui montre le suivi, les étapes d'un dossier avec une demande de subvention, puis un passage en instruction, une phase de programmation, le projet qui est mis en œuvre, la remontée des justificatifs, le paiement et ensuite les contrôles. Donc, c'est vrai que les opérations peuvent être contrôlées a posteriori. Donc, c'est ce qui nécessite un suivi rigoureux des dépenses. J'insiste sur les contraintes de marché public, de mise en concurrence, hein, qui valent pour tout, mais sur les fonds européens, c'est d'autant plus le cas. Et évidemment, les obligations de publicité pour montrer que vous avez eu un soutien de l'Europe. Ensuite, j'ai toute une série de diapos sur oui, les dépenses éligibles. Donc là, c'est pareil, je vais aller rapidement dessus, mais ça peut vous servir a posteriori. Mais quelles sont les dépenses qui sont éligibles? On voit qu'il y en a beaucoup, des frais de personnel, les frais administratifs, les ressources externes, voyages et hébergement, les équipements, l'infrastructure et travaux. Et pour certaines dépenses, on met en place des coûts forfaitaires. Mais bon, je vous invite, là c'est plus pour vous acculturer au sujet, mais je vous invite à revenir ensuite vers ces informations. Alors, où est-ce qu'on trouve l'information et qui on contacte? Vous avez un site qui s'appelle europeenfrance.gouv.fr que vous connaissez peut-être, qui est le site national d'information sur les fonds européens. Mais sachez que dans chaque région, vous avez des sites qui vont s'appeler Europe en Bretagne, Europe en Normandie, etc. Donc, vous tapez dans Google, vous tombez dessus, et sur ces sites, vous allez avoir les appels à projets du territoire. Vous allez avoir les exemples de projets et toutes les procédures et les fiches actions. Après, sur Europe en France, vous allez avoir plutôt une synthèse de tout ce qui se passe en France, avec notamment une rubrique projet. Je vous ai mis le lien vers un article et une vidéo sur l'accompagnement, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, hein, parce qu'on est là à faire des webinaires, mais il y a des accompagnements un petit peu plus détaillés, notamment les autorités de gestion, qui font des webinaires d'information sur les appels à projets, en gros, on ne se lance pas dans un fonds européen comme on achète un ticket de loto. On travaille son éligibilité en amont pour pas justement perdre du temps. Sachez que je fais un lien avec ce que disait Laura, pardon, sur l'initiative urbaine européenne. L'Agence nationale de la cohésion des territoires, on est point de contact national de l'initiative urbaine européenne. Donc, ça permet en fait de tout déjargonner, mais en français. C'est une collègue qui s'occupe de ça et elle organise aussi des webinaires d'information. Donc, je pense que sur l'appel à projet de février, il y aura des informations. Où trouver la ressource? Donc, alors je fais des QR codes. Donc, vous avez un premier QR code qui vous envoie vers les fiches par région. C'est-à-dire que par région, vous avez les priorités. Donc, c'est FEDER, FSE, FTJ. Donc, pas que sur le numérique, hein, sur tout le programme, mais vous verrez en fait les types d'actions qui sont finançables. Et vous avez le deuxième QR code vous envoie vers des fiches plutôt thématiques et territoriales, mais je vous ai mis en image celle qui est dédiée au numérique. En gros, ce que j'ai dit là, vous l'avez dans un document qui fait 8 pages, 5 pages, voilà, pour mieux comprendre. Je voulais vous parler donc des appels à projets.
Les appels à projets, vous les avez soit sur les sites de vos régions, donc Europe en Grand Est, Europe en Hauts-de-France, etc. Vous les avez aussi sur Europe en France, sur la page appel à projets. Vous en avez sur le site fse.gouv.fr. Et vous pouvez en avoir aussi sur Aide Territoire. Donc Aide Territoire recense les appels à projets pour les collectivités, tout confondu, pas uniquement Europe, mais il y a aussi ceux dédiés à l'Europe. Et pas que FEDER-FSE, il y a aussi les programmes sectoriels de la Commission, il y a aussi beaucoup de leaders du FEADER, etc. etc. Je vais un peu vite parce qu'on a dépassé un peu le temps. Ah voilà. Et donc, un petit peu de auto-promo. Puisque vous êtes des collectivités, vous n'êtes pas sans savoir que la fête de l'Europe, c'est le 9 mai. J'espère qu'il y a plus de oui que la dernière fois que j'ai fait ce petit sondage au Congrès des maires le mois dernier. Donc la fête de l'Europe qui a lieu le 9 mai, c'est l'occasion aussi de faire la fête pendant tout le mois de mai. C'est pour ça qu'on organise depuis de nombreuses années le joli mois de l'Europe, qui valorise l'Union européenne, l'Europe dans sa grande famille en mai. Et voilà, on est là pour vous aider à organiser un événement, pour vous aider à communiquer et à recenser vos événements. Voilà. J'étais très vite, mais j'espère que... Merci beaucoup, Sandra. Je pense que c'était utile pour voir un peu la diversité des projets dans j'allais dire, ce monde numérique qui peut être sollicité. On a quelques questions qu'on peut prendre. On a un peu débordé, mais je pense qu'on peut prendre encore quelques minutes. Si je regarde un peu dans l'ordre, on avait une question, Frédéric Tourneur. En gros, si on a un projet d'inclusion numérique qui a été refusé, quel type de recours on peut avoir? C'est une question assez large sur la relation porteur de projet, autorité de gestion. Peut-être un conseil générique. Le premier, c'est quand même d'essayer d'avoir un feedback de l'autorité de gestion pour comprendre le refus. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas dans les clous et on a été refusé, soit par écrit, soit une petite réunion. Enfin, en général, ils sont relativement ouverts. Un recours en tant que tel, bon, ça c'est à vous de voir. Recours gracieux, ça, j'allais dire, ça peut toujours être essayé. Un recours contentieux derrière, là, il va falloir mobiliser un moyen juridique. On va vraiment rentrer dans des cas de contentieux administratif où il faut vraiment une bonne raison, un vice juridique, quoi. Mais pour être très clair, là, le jugement et l'appréciation est confié à l'autorité de gestion sur le projet. Donc, c'est plutôt sur cette première réponse, c'est-à-dire bien comprendre pourquoi on n'a pas été sélectionné. Et pour rester sur la deuxième partie de la question, comprendre aussi la future programmation, parce qu'il y a des programmations cycliques et puis il y a des appels à projets numériques. On a pu rater un coche, ça ne veut pas dire qu'on va rater le suivant. Donc voilà, comprendre dans quoi est-ce qu'on va pouvoir se réinsérer. Comprendre si on est sur le bon instrument, parce que là, typiquement, de l'inclusion numérique, est-ce que c'est du FEDER ou est-ce que ça doit plutôt être du FSE? Voilà, il y a des questions à se poser. Est-ce que peut-être j'étais sur le bon outil de financement? Et ça, c'est avant tout un échange informel avec l'autorité de gestion qui peut aider là-dessus. Sur les délais prolongés pour la gestion des fonds européens que tu avais mentionné, Sandra, on a une question sur Leader. Corrige-moi si je dis des bêtises, mais je pense que la même logique s'applique, c'est-à-dire que ce qui doit être fait pendant la période de programmation, c'est la programmation et l'engagement des fonds. Mais ensuite, on a encore le temps de venir liquider, hein, c'est-à-dire venir certifier, payer les projets. Et puis, on a toujours cette phase de clôture qui, effectivement, laisse une queue, si vous voulez, résiduelle au-delà de la période de programmation. Et ça s'applique à Leader également. On avait une question sur l'accès à l'information. Alors, entre-temps, Sandra, tu as mentionné un certain nombre de ressources. Je dirais que vraiment l'Europe en France, enfin vraiment ce site pour moi c'est la première porte d'entrée, comme tu disais, leur déclinaison régionale où on va pouvoir trouver des choses assez opérationnelles, pouvoir filtrer ça intelligemment. Mais c'est une très bonne première porte d'entrée. Est-ce que tu veux compléter, Sandra, parce que j'ai donné un premier niveau de réponse, mais... Non, très bien. Je pense qu'effectivement, il faut s'inspirer de projets existants
et puis travailler le lien avec l'autorité de gestion pour travailler l'éligibilité du dossier en amont pour éviter les écueils d'inéligibilité qui peuvent être multiples en fait. Et en fait, on a aussi sur le FSE+, on dit FSE+, maintenant, mais c'est l'État et aussi autorité de gestion, également pour la partie inclusion. Et donc, dans ces cas-là, c'est les DRETS qui sont autorités de gestion déléguées dans les territoires. Donc, il y a beaucoup d'appels à projets. Les appels à projets, vous les trouvez sur le site fse.gouv.fr. Mais sinon, sur le site de la DRETS, elles ont sur chaque DRETS, c'est un site, hein, donc Google DRETS de je sais pas, Pays de la Loire, et vous tombez sur leur site et il y a des pages dédiées au FSE avec des contacts. Donc, n'hésitez pas à les contacter directement. Très bien, je crois qu'on arrive au bout. Il y a sans doute quelques petites questions qui sont passées dans les mailles du filet, mais encore une fois, on va rattraper ça par écrit pour que chacun ait quelque chose de relativement carré. On va boucler ici. Prochain rendez-vous de notre côté, prochain webinaire, c'est le 19 janvier, protection et valorisation du patrimoine, opportunités européennes. Donc pour ceux d'entre vous qui portent ou vos collègues plutôt peut-être, vous pouvez les prévenir. Voilà, merci à tous, à Eric qui est parti, Laura et Sandra en particulier, Hugues qui n'a pas pris la parole mais qui était aux manettes, Kacha, Edita, Tanguy de notre côté. Merci beaucoup et à bientôt.